Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Femme, être femme, femme ambitieuse, femme audacieuse, femme capricieuse. Aujourd'hui, nous accueillons Eva. Bonjour Eva. Bonjour Nilda. Eva, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Eva Lalaine Ngeniaz. J'ai 46 ans. Je suis mariée, je suis maman de 2 enfants. Je suis à la tête d'une entreprise de transit dans l'import et de l'export. Et bon, je m'occupe de pas mal de choses aussi en dehors du travail, d'une chorale, de pas mal d'associations. Et puis voilà, j'essaie de me rendre un petit peu utile un peu partout. Voilà. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu dans quel contexte tu as grandi, ta mère, ton père? Alors, au fait, j'avais une enfance un peu mouvementée, si tu veux, parce que mes parents se sont divorcés quand on avait 4-5 ans. Et donc, on a vécu avec mon papa et les vacances chez maman. Voilà. Comme mon père est gendarme aussi, donc on était amenés à se déplacer, à déménager assez souvent. Et donc, c'était quand même assez mouvementé. Il y a eu, bon, après le divorce, il y a eu quand même, on va dire, allez, des petites blessures, si tu veux. Mais bon, on s'est reconstruit avec ça. Et puis, voilà. Oui. Et justement, comment tu as fait pour te reconstruire euh, malgré cette séparation, ce divorce de tes parents? Disons, l'avantage que j'avais, c'est que mes parents, malgré le divorce, ils nous ont tout de même inculqué des valeurs, si tu veux. Je dois dire les bonnes valeurs parce que, voilà, c'est... dans le divorce, au fait, habituellement, les enfants se perdent beaucoup. Mais mon père, il nous, comme c'est quelqu'un qui est dans la gendarmerie, donc qui était dans la droiture, l'excellence, donc ça c'était des choses, tu vois, qu'il nous apprenait au quotidien par rapport à notre petite manière de vivre, voilà. Donc moi personnellement, dans ma tête, quand je voyais mes parents se séparer en étant petite, je me suis dit que quand je serai grande, bah, je ne vivrai plus ce genre de choses. Je serai plus meilleure que ça. Voilà, je pense à peu près comme ça. Quel est le message ou bien le conseil que tu pourrais donner aux parents Mhm. qui vivent cette situation de séparation pour que leurs enfants puissent être épanouis malgré tout? Le conseil, je pense, c'est que malgré tout ce qui se passe, au fait, l'affaire, disons, le problème des parents n'est pas forcément le problème des enfants. Et donc, dans toute séparation, les enfants devraient être toujours et en tout point de vue la priorité des parents. C'est-à-dire que les parents doivent toujours passer l'éducation des enfants en priorité, bah, leur inculquer les bonnes valeurs, malgré que ça ne soit pas évident. Toujours, c'est pas tout le temps évident, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Pour moi, c'est quelque chose qui est faisable parce que moi, je l'ai vécu avec mon père et ma mère. Et c'est quoi qui va rendre ça faisable justement pour toi? La clé? La clé, je pense, c'est l'amour, hein. Oui, je pense que c'est le plus important parce que après, tu sais, c'est quand, disons le papa ou la maman fasse passer l'amour comment dire ça, d'eux-mêmes ou du compagnon, de la compagne voilà, qui partagent leur vie. Et après, donc, ben, les enfants seront quelque part délaissés. Et c'est là, au fait, qu'il faudrait vraiment faire attention. Mais dans les séparations, vraiment, je pense, passer d'abord les enfants en priorité.
Merci. Et dis-moi, Eva, quelle personne t'a influencé dans la vie positivement, qui t'inspire? Écoute, sincèrement, en étant vraiment petite, hein, j'avais eu beaucoup d'admiration en fait pour Tina Turner. Hmm, Oui, ouais. je trouve que c'est une femme qui a du charisme, qui est rien qu'à la voir, tu vois, elle est impressionnante. Il n'y a pas besoin d'imaginer quoi que ce soit, mais dès que tu la vois, tu te dis ah c'est quelqu'un, c'est ça, c'est une femme. Voilà. Je pense que c'est l'une des personnes qui m'a beaucoup inspirée dans ma vie et de ce qu'elle a vécu aussi. Et l'autre personne, on va dire ça comme ça, c'est Dieu. Hmm. Voilà. Et quand tu parles de femme, justement, pour toi, c'est quoi être une femme? Bah écoute, être une femme pour moi, c'est sincèrement, je sais pas quoi répondre à la question parce que bon, être une femme, bien évidemment, c'est d'être de sexe féminin, Mhm. peut-être avoir les cheveux longs, avoir des seins, des formes, des rondeurs, mais au fait, pour moi, ça reste, il n'y a pas de définition concrète parce qu'une femme, elle peut être tout en même temps. Voilà. Parce qu'elle peut jouer aussi le rôle de père au foyer pour les femmes qui vivent toutes seules. Pour les femmes, en fait, qui ne peuvent pas enfanter, on peut toujours les appeler femmes, malgré qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. En fait, c'est une question un peu complexe, hein, je dois dire. Mais je sais pas. Je saurais pas répondre, vraiment. Et quand tu as dit tout à l'heure, c'est ça être une femme quand justement tu voyais Tina Turner, qu'est-ce que tu voyais quand tu dis c'est ça une femme, c'est quoi que tu dis quand tu dis ça? Quand je l'ai vue, au fait, tu vois, c'est comme, c'est quelqu'un qui ose s'assumer, Mhm. qui ose dire ce qu'elle est, Mhm. qui ose revendiquer ce qu'elle veut, euh, qui prouve, elle n'a jamais, tu vois, hésité à montrer que, malgré qu'elle soit femme, tu vois, Mhm. elle peut être forte, elle peut surpasser des choses. Mhm. C'est pas une définition faite, quoi. Voilà. Mhm. Mais elle peut être tout autre que cette définition. Voilà. Si je comprends bien, être une femme, donc du coup, c'est ne pas se limiter à juste être une femme avec le regard de la société, mais être Exact. une femme selon ses propres définitions. Exactement, c'est ça. Et quel est pour toi le défi que tu as vécu en tant que femme? Le défi que j'ai eu en tant que femme. Premièrement, je pense, allez, on va dire dans ma vie personnelle, c'était, je dois dire, c'était un souci en rapport avec la maladie. J'avais eu un cancer un certain temps et après il y a eu un souci post-opératoire si tu veux. J'avais eu une fistule. Alors fistule il y en a beaucoup au fait qui ne savent pas ce que c'est. Alors fistule au fait c'est, on va dire, c'est un petit trou quelque part dans l'organisme, surtout dans l'appareil, on va dire génital si tu veux, et qui fait que tu aies des fuites urinaires. Alors la fuite urinaire, au fait, c'est vraiment, c'est comme une pompe qui coule, quoi. C'est-à-dire que l'urine coule à tout moment. Voilà, c'est quelque chose. Oui, oui, voilà. Donc, tu es tout le temps obligé de porter une serviette. Alors, ce souci-là, je l'ai eu en post-opératoire, comme je te l'ai dit. Et ça, par contre, c'était quelque chose qui était très, très difficile à surpasser pour moi, à accepter aussi surtout. Mais j'ai tout de même fini par surpasser et accepter cette chose-là en moi. Justement, j'aimerais que tu nous racontes un peu plus ce que tu as vécu, comment tu as surpassé ça,
qu'est-ce que tu avais besoin pour aller de l'avant, quoi? D'accord. Alors, par rapport à ça, bon, quand on m'avait annoncé que j'avais un cancer, bon, sur le coup, c'est vrai que ça faisait très mal. Mais disons que je m'y suis préparée. Je me suis renseignée, donc je me suis préparée de ce qu'on m'avait dit. Donc c'était quelque chose qui pourrait être soigné, mais je ne vais pas dire que c'était banal, hein, pas du tout, mais c'est quelque chose qui peut se soigner. Je m'y suis préparée mentalement et physiquement aussi. Je faisais beaucoup de sport, en fait, hein. Je faisais surtout de la boxe. Et dans la boxe, au fait, ça nécessite énormément de mental, tu vois, pour te surpasser, et physiquement et surtout mentalement. Voilà. Et je pense que c'est la préparation par rapport, on va dire, aux indications que les docteurs m'ont dit, et puis les acquis que j'avais eus par rapport au sport. Je pense que c'est l'ensemble qui ont fait que j'ai pu surmonter ça, mentalement et physiquement. Voilà. Après, durant cette épreuve, tu vois, il y a beaucoup de remises en question. Et c'était durant ce moment-là aussi, on va dire ça comme ça, que j'ai eu, on va dire, l'appel, le fameux appel. Et de là aussi, au fait, j'ai commencé à me reconstruire spirituellement. Et c'est ça, par contre, c'était quelque chose qui a surpassé, on va dire, tout. Et bah, c'est surtout le côté spirituel aussi qui m'a guéri de tout. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet appel? Alors, cet appel. Bon, en fait, je me disais chrétienne. Voilà, je me disais chrétienne, je priais, j'allais à l'église le dimanche, mais disons tout particulièrement durant cette épreuve de maladie, je ressentais au fait le besoin, tu vois, d'écouter des chants évangéliques, voilà, de lire la Bible. Et dans la Bible, tu vois, on va dire les versets que je lisais, ça m'interpellait par on va dire des messages, quoi, voilà. Et durant cette épreuve de maladie, en fait, j'ai eu à faire 4 chirurgies en 6 mois quand même. Et la dernière, on va dire, décision du docteur qui voulait me dire oui, il faut encore que vous repassez au bloc pour la 5e fois. J'ai dit non, là j'ai dit non, c'est bon, ça suffit. Et il y a quelque chose que j'avais oublié, c'est qu'avant ma première opération, j'avais demandé à prier avec des prêtres et un pasteur, tout particulièrement. Et on a fait la prière, et puis voilà. Et à l'annonce de cette 5e intervention, j'ai dit non, c'est plus possible. Là, en fait, j'ai fait appel au pasteur. J'ai dit, j'ai besoin de vous parler parce que là, ça va pas. Et il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, on m'annonce que je dois encore passer, voilà, 5e intervention. J'ai dit, je peux plus, c'est pas possible. Et il me dit, tu sais, Eva, je sais pourquoi tu m'as appelée, mais j'ai envie que tu me confirmes ce que tu veux vraiment. Et là, j'ai dit, je comprends pas. Il me dit aussi, tu sais ce que c'est. J'ai dit, oui, j'ai dit là, je veux que ça soit Dieu qui me guérisse, mais là, je peux plus passer par les docteurs. Il me dit, c'est exactement ça. Il me dit, pourquoi tu n'as pas appelé, je sais pas, ton père, ta mère, quand tu es sortie de chez le docteur? Je suppose, il me dit que la première personne que tu as appelée, c'est moi, le pasteur, on va dire ça comme ça. Il me dit, je suis juste intermédiaire. Là, en fait, c'est juste pour confirmer le chemin que tu veux entreprendre. J'ai dit, est-ce que tu es sûre? Il me dit, est-ce que tu es sûre? J'ai dit, oui. Je suis sûre de ce chemin. Il m'a dit, tu es sûre que Dieu peut te guérir? Tu es convaincue de ça?
Et je lui ai dit oui. J'ai dit, et puis après, elle me dit, si tu en es sûre, il me dit, va et ne te retourne plus. Ouais. Il me dit, le chemin ne sera pas facile, Eva, hein, mais si tu y crois, tu y arriveras. Voilà. Et alors? Et c'est de là, au fait, qu'a commencé, on va dire, un cheminement. Et de là, tu vois, c'était, on va dire, c'était comme une évidence parce que le soir, tu vois, presque tous les soirs, on va dire presque tous les soirs, je prie. Et de là, tu vois, j'entends tout le temps cet appel que je dois faire quelque chose dans le sens où, on va dire, dans le sens où la foi m'emmène, où Dieu m'emmène. Voilà. Merci. Et si tu devais donner un message aux personnes qui vivent ça actuellement, Oui. qui sont qui vivent cette maladie, qui sont dans cette détresse, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est déjà quand on traverse une maladie, hein, c'est tout de suite de se dire que on sera guéri de cette maladie, déjà. Quand on a une maladie, il ne faut jamais se dire que oh non, je vais mourir, oh non, je vais... tout en fait, hein, sauf, on va dire, la négativité. Voilà. Quand on est dedans, il faut toujours voir ce qui est positif. Il faut toujours aller dans la lumière, on va dire ça comme ça. Et surtout, se dire au fait que ça, c'est quelque chose qu'on a toujours tendance à oublier, que Dieu, il est là, il est juste là, à côté de nous. Il suffit juste de l'appeler. Et puis, il vient. Voilà. Tu sais, on vit tellement dans un monde matérialiste qu'on a toujours tendance à chercher qu'est-ce qu'il faut payer, où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut manger pour, on va dire, pour se guérir. Mais au fait, lui, il est juste là et lui, il peut faire tout, des miracles. Et donc, il ne faut pas aller chercher loin. Voilà. Il suffit juste de l'appeler, de prier, d'être convaincu qu'il peut être avec nous et il est là. De croire et d'avoir la foi. Exactement. Et pour ceux qui n'ont pas foi en Dieu, mais qui croient quand même, par exemple, à la nature, à l'univers, est-ce que c'est pareil? C'est la même chose. Et la prochaine question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on peut, comme les hommes, tout avoir? Et comme par exemple une carrière, une vie de famille, une vie amoureuse, ou bien est-ce qu'il faut faire des sacrifices? Bien sûr, pourquoi on ne devrait pas avoir les mêmes, on va dire, le même succès qu'un homme? Bien sûr que oui, parce que, comme j'ai dit au tout début, tout à l'heure, la femme n'est pas tout à fait prédéfinie. Hein, voilà. Donc, oui, on peut avoir une carrière, on peut aller très loin, et bien plus que les hommes. Alors, il y a beaucoup de femmes maintenant qui ont beaucoup de succès. Et bien évidemment que dans toute chose, il y a tout de même des sacrifices à faire dedans. Mais après, c'est la manière dont tu vas gérer ta vie, au fait, qui fait que tu arrives à jongler, par exemple, entre ta vie familiale et ta vie professionnelle. Je pense que c'est une manière de vivre. Et ça, c'est à toi de le fixer, de le définir. Et voilà. Et tu avais dit tout à l'heure, quand tu t'es présentée, c'est que tu es à la tête d'une entreprise. Oui. Aujourd'hui, en tant que femme, à la tête d'une entreprise, c'est quoi le challenge, c'est quoi le défi que tu vis au quotidien? Alors, disons que en ce moment, on va dire ça comme ça, il y a tout de même, on va dire, une évolution, hein, parce que les femmes commencent à prendre un peu plus de place dans la société, malgré que il y a tout de même beaucoup d'hommes encore qui n'acceptent pas le fait que
ça soit par exemple une femme qui dirige une société. Là, dans mon entreprise, on est à 90% d'hommes, mais je pense que c'est la manière de leader la société qui fait que ces hommes adhèrent à ta manière de voir les choses, à ta manière de conduire la société, l'entreprise. Et ben voilà, mais il y a encore, on va dire, une appréhension. Par exemple, comme je t'ai dit au tout début aussi, je fais partie de quelques associations, de quelques groupements. Et pour te dire que de se faire une place, on va dire, par exemple, dans un comité exécutif qui est en majoritairement homme, là, bah, tu dois te faire entendre, tu dois te faire grande et tu dois surtout, en fait, montrer et prouver à ces hommes que tu es là, tu y arrives et que tu assures. Et comment? Alors, je pense que c'est surtout avoir confiance en soi. Et une fois que tu aies confiance en toi, en fait, disons que dès que tu entres, par exemple, dans une pièce, même les personnes qui sont dans la pièce sentent tout de suite que tu as une présence dans cette pièce. Voilà. Est-ce que j'ai bien su l'expliquer? Oui, mais j'aimerais plus, par exemple, comment tu as fait au début surtout? Parce que maintenant, il y a déjà cette notoriété qui est posée. Mais au début de ta carrière professionnelle, justement, et qui à l'époque où c'était pas encore aussi ouvert qu'aujourd'hui, je pense. Oui. Comment tu as fait pour installer ce respect, pour te faire entendre et pour que ces hommes-là te suivent, comme tu as dit tout à l'heure? Je pense que c'est par ma manière on va dire, de m'imposer, voilà, de dire, de ne pas avoir peur de dire les choses, et puis allez, depuis toute petite, tu vois, je m'imposais toujours dans des choses. C'est par exemple, tu vois, quand on est dans une réunion, tu vois, c'est toujours de prendre parole, quoi, de dire ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu comptes entreprendre, ce que tu comptes faire, comment tu vois les choses, voilà. Et l'avantage aussi d'une femme, tu vois, c'est que les femmes a cette, comment dire ça, ce savoir, tu vois, de jongler entre la vie familiale et la vie professionnelle. Ça, le truc, c'est que les hommes n'arrivent pas à faire. Et ça fait, moi, je trouve quand même que ça fait une grande différence pour, tu vois, quand tu gères une société et que, quelque part, tu as un côté humain, en fait, quand tu gères l'entreprise. Et ça joue beaucoup aussi. Et c'est, comme je t'ai dit, c'est la manière dont tu transmets, en fait, on va dire, tes valeurs, surtout, à tes employés, et que après il adhère parce que, voilà, t'es plus maman, je vais pas dire t'es plus maman dans la société, mais bon, t'as une manière d'arrondir un peu, on va dire ça comme ça, les angles, voilà. Sans être trop brutale, contrairement aux hommes, quoi, voilà. Et qu'est-ce qui t'a aidé d'autre dans ton évolution? Y a-t-il eu quelqu'un qui t'a aidé, ta façon de penser, si tu peux nous partager? Alors, bon, la façon de penser, au fait, c'est plus un travail sur soi, déjà, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'avoue, j'ai une grande confiance en moi. J'avoue, j'ai une grande confiance en moi et surtout aussi on va dire des choses que j'apprends, surtout aussi de la Bible, qui m'apprend énormément de choses, qui fait que
j'ai cette, on va dire, cette capacité d'être, comment dire ça? J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma valeur, et j'ai confiance, je sais ce que je vaux. Donc voilà, c'est de cette manière-là, en fait, que j'ai pu avancer. Et y a-t-il une personne, justement, quand tu as commencé à grimper les échelles, hein, pour être aujourd'hui dirigeante de ta société, qui t'a aidé? Qu'est-ce qui s'est passé, justement, Au fait, au tout début on va dire, de ma carrière professionnelle, si on peut appeler ça comme ça, j'étais désignée comme responsable d'une société. Et dans cette société, il y avait déjà, on va dire, des employés qui ont travaillé là depuis des années, et qui savent très bien ce que c'est que le métier. Et moi, je débarquais comme ça. Et on va dire, ces messieurs-là, ils étaient ouf. Ils faisaient tout, en fait, pour me mettre les bâtons dans les roues, pour que je n'y arrive pas, pour que je ne réussisse pas. Et l'avantage que j'avais, c'est que je travaillais avec un petit bout de femme qui m'avait, on va dire, démontré, on va dire, les bases de ce métier. Et de là, je me suis dit, il faut que j'y arrive, je vais apprendre ça, et je vais y arriver. Sûr, je vais y arriver. Et vraiment, j'ai tout fait, je me suis donnée, physiquement, mentalement, du temps, tout ce que j'avais à ce moment-là. J'étais pas encore mariée, mais je me suis vraiment donnée pour ce travail. J'ai fait des formations, j'ai fait tout pour que, à la fin, que j'ai, on va dire, toutes les clés, dès qu'on me posait une question, que j'arrivais à répondre, voilà, que je suis, on va dire, maître de ce que je fais. Voilà. Merci. La suite de ma question, c'est, pour toi, c'est quoi une réussite, justement? Bah, une réussite, pour moi, c'est déjà ne pas être parfaite. Parce que, pour moi, la perfection, ça n'existe pas. Réussite, c'est de pouvoir accepter aussi, surtout, que on peut avoir des échecs et d'apprendre des échecs, de surpasser ça et d'en faire quelque chose de on va dire, plus meilleur de ce que, comment dire ça, de ce qu'on avait avant, quoi. Voilà. C'est correct ce que je dis là? Et ton meilleur raté, c'est quoi? Mon meilleur raté, c'était, je pense, c'était ma première opération de fistule, qui était complètement ratée, au fait. Mais après cet échec-là, j'ai appris à m'accepter, à accepter que désormais, on va dire, cette future urinaire fera partie de moi, fera partie de ma vie. Elle est là, je ne peux pas vivre sans, et de toute manière, la chose comment dire ça, ne peut pas partir non plus. Donc, c'est cette acceptation, en fait, qui était, on va dire, le meilleur raté, si tu veux, parce que ça m'a donné cette occasion d'accepter cette chose qui était, on va dire, négative dans ma vie. Voilà. Et quelle est l'une de tes meilleures réussites, tes plus belles réussites? Alors, plus belle réussite, D'accord, parce qu'il y en a sûrement beaucoup. L'une, bah, je pense, ça, je pense que ça fait cliché de dire que oui, j'ai quand même fait de beaux enfants. Je les ai bien élevés, mais c'est surtout, en fait, le fait, je pense, d'être passé d'employé en employeur. Ça, je pense, c'est quand même parmi l'un de mes grands défis.
parce que j'ai travaillé pour de grandes sociétés avant et de prendre la décision que maintenant, c'est moi qui va être maître, on va dire, de mon avenir, maître de mon entreprise. Ça, c'était quand même quelque chose de grandiose pour moi, entre autres. Et la réussite, je pense la troisième, c'est d'avoir survécu à ce cancer. Voilà. Et c'était quoi le déclic qui a fait que tu as décidé, je quitte le salariat pour être mon propre patron et fonder mon entreprise? Alors, au fait, c'était plus un ami. Pendant 2 ans, j'ai un ami qui, lui, il avait déjà, on va dire, sa propre société. Et on se croisait tous les jours. Il me dit, Eva, mais pourquoi tu te casses la tête à travailler pour les autres alors que tu peux travailler pour toi? Tu fais exactement la même chose, mais pour ton compte. J'ai dit non, mais j'ai peur. Il me dit, tu as peur de quoi? De ne pas réussir? Bah, si tu le fais très bien pour les autres, pourquoi tu le ferais pas bien pour toi? J'ai dit, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai, un jour, j'ai pris la décision, allez, je me lance alors. Et voilà, j'ai pris la décision. Je m'arrête, je vais voler de mes propres ailes. Voilà. Et à cette époque, hein, vraiment, on va dire mon manager de l'époque, il était choqué, il me dit non, tu peux pas nous quitter comme ça. J'ai dit si, je suis décidée. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et comment tu as réglé le compte de la peur? Bah, le compte de la peur, c'est que effectivement, à bien y réfléchir, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, mon ami avait raison que si j'ai su bien faire pour les autres, pourquoi je ne saurais pas le faire pour moi-même? Voilà. Et c'était ça. Merci. Et dis-moi, selon toi, quelles sont les forces et les talents qu'une femme devrait avoir ou développer pour réussir dans la vie, dans sa vie? Alors, les talents, je pense pas qu'on ait vraiment besoin de talent, hein, mais c'est surtout, je pense, hein, déjà se reconnaître en tant que soi, d'une part, et d'autre part, une fois qu'on se reconnaît, c'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là qu'on a confiance en soi. Et je pense que la confiance en soi, en fait, joue vraiment un rôle primordial hein, dans la vie de tout un chacun. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas du tout avancer. On a tout le temps peur de faire quelque chose. Voilà. Peu importe que ça soit une petite ou une grande chose. Tant qu'on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas avancer. Et pour moi, c'est la clé de tout. Et quelle est la place du regard des autres dans ta vie actuelle? Alors là, aucun. Franchement, aucun. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces femmes ou à ces personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui ont peur du regard des autres? Il faut se dire que ce ne sont pas les autres, au fait, qui vont vivre notre vie à notre place. Hein. Donc, il faut avancer, il faut prendre sa vie en main et il faut avoir, on va dire, la positivité, il faut toujours voir les choses en bien, il faut toujours voir, comment dire ça, le côté positif, il faut voir la lumière, il faut aller dans le sens où tout est bien. Parce que, tu vois, ce qui est drôle, hein, c'est que on arrive à être influencé par la négativité. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, au fait, pour, bon, on va dire, pour des personnes qui tu vois, qui se morfondent, qui se lamentent tout le temps. J'ai dit, mais si tu arrives à te lamenter comme ça, pourquoi tu n'arrives pas, au lieu de te lamenter,
on va dire, quelque chose de mal, pourquoi tu te lamentes pas pour quelque chose de bien? Parce que je dis, si tu arrives à être influencé par quelque chose de négatif, c'est que tu peux très bien être influencé par quelque chose de positif. Donc, tant qu'à faire, bah, il faut aller dans la positivité. Voilà. Et qu'est-ce que toi tu fais pour te remonter le moral justement quand tu es dans cette négativité des fois, ou est-ce que ça t'arrive pas du tout? Si, bien sûr. Quand on est déçu de quelque chose, ce qu'il faut dire, c'est que je ne me laisse pas, on va dire, je ne me laisse pas enfuir dans la négativité trop longtemps. C'est vrai que quand tu apprends quelque chose disons, de mauvaises nouvelles ou quelque chose de pas bien, c'est sûr que sur le coup, ça te fait mal. Mais tu dois te reprendre vraiment. Tu pleures un bon coup et de suite après, tu te dis non. Il faut que je fasse ça pour surpasser tout ça. Voilà. Il faut pas rester dans ce qui est pas bien, dans la négativité, dans ce qui est lamentation. Non. Parce que il y a tellement de choses positives, il y a tellement de choses bien. Bah, c'est pas pour rien aussi qu'il y a le soleil et la nuit, quoi. Voilà. Donc, tant qu'à faire, bah, autant opter pour le soleil, pour la lumière, voilà. Autant opter pour le sourire, autant opter pour, comment dire ça, pour la gaieté que la méchanceté. On va dire ça comme ça. Autant opter pour le partage que d'être égoïste. Autant opter pour quoi aussi que je peux dire dans ce sens-là. Voilà. L'amour. La gratitude. Voilà, tout ça. Et si tu avais la possibilité d'écrire un message ou bien un mot sur un grand panneau où il y a plusieurs milliers de personnes qui peuvent voir, ce serait quoi? Alors, le message, au fait, c'est comment dire ça, laisser les bonnes choses dominer notre vie. Voilà. Tant qu'à faire, il faut toujours essayer de voir les choses du bon côté, parce que cela affectera, au fait, chaque pas, chaque vision, chaque chose qu'on fera de notre vie. Si on garde, on va dire, les bonnes choses, le bon, comment dire ça, le bon mindset, si tu veux, ben, on ne verra que du bien. Voilà. On a aussi le choix, au fait, comment dire, d'en faire un monde meilleur. Donc, c'est à nous, au fait, de faire la différence, hein. Mais tant qu'à faire un choix, pourquoi ne pas prendre le meilleur à faire les choses bien? Voilà. Et c'est quoi le message, le gros truc qu'on va inscrire sur le panneau? Le grand. Peut-être une citation, peut-être un mot, peut-être une phrase que tu aimerais écrire là pour que tout le monde puisse voir. Rester dans la lumière. C'est tout. Voilà. Merci. Et si tu devais remercier quelqu'un aujourd'hui, ce serait qui? Si je devais remercier quelqu'un, c'est Dieu, je pense. Dieu, parce que avec lui, quand même, il m'a tout donné. Il m'a beaucoup appris. Et c'est grâce à lui aussi tout ce que je suis maintenant, et j'espère encore pour longtemps. Voilà. Est-ce que tu as un livre ou un film ou un documentaire que tu aimerais nous conseiller aujourd'hui? Pour tout te dire, hein, je ne suis pas une très grande lectrice, vraiment. Mais je pense que
l'ouvrage pour moi, hein, pour moi personnellement, l'ouvrage qui est essentiel pour moi, c'est la Bible, parce que c'est le livre de toute connaissance. Voilà. La Bible répond à tout. Tout ce que tu poses comme question, en fait, tu arrives à trouver réponse dans la Bible. Et voilà, pour moi, on va dire, c'est l'instruction de la sagesse, quoi, la Bible. Voilà. Et dans ta vie, dans tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, Oui. c'est quoi l'enseignement ou les enseignements qui ont changé ta vie et qui peuvent changer la vie des autres que tu aimerais partager? L'enseignement, en fait, c'est, je pense, hein, c'est surtout de s'aimer soi-même avant tout. Et par la suite, en fait, c'est de choisir de vivre la vie, en fait, qui nous correspond. Et c'est comment dire ça, c'est de ne pas avoir de regrets par la suite, quoi. C'est pas parce que la société te l'impose que tu dois être tel quel, mais il faut vraiment que ça soit ton choix et que tu assumes ton choix et de vivre ce choix. Je pense que c'est l'enseignement, voilà. Merci Eva. Et dis-moi, qui est-ce que tu aimerais qu'on interviewe ici la prochaine fois? En tant que femme, tu veux dire? Oui. Une femme. Je pense que les sœurs, je pense que c'est tout de même un bon sujet, parce que ce sont tout de même des femmes qui sont dévouées vraiment pour quelque chose. Et si elles sont dévouées, c'est qu'elles ont une conviction en elles qui fait qu'elles soient dévouées pour, on va dire, pour Dieu. Voilà. Et je pense que c'est tout de même de bons exemples. Voilà. Merci. Alors, je dirais, d'après tout ce que tu as raconté tout à l'heure, que tu es une femme lumineuse, que tu es une femme audacieuse et que tu es ambitieuse également et que tu es une femme de caractère, une femme puissante. Tu veux que je confirme ou que je... Qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou bien il y a un truc que tu dis non, c'est pas vrai? Non, j'avoue, je suis d'accord. Merci. Je suis d'accord. Donc, merci Eva pour cette interview et merci à tous de nous écouter jusqu'à la fin. Merci Nilda et puis merci de m'avoir choisi comme sujet pour cette interview. C'était vraiment un réel plaisir et j'espère apporter ne serait-ce qu'un tout petit peu, on va dire un petit message d'espoir pour des femmes qui n'arrivent pas à se retrouver encore. Mais ce qui est sûr, c'est que on a toute une capacité en nous-mêmes, mais qu'il faut juste au fait l'avoir, accepter et puis s'affirmer par la suite. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous. Merci.